Bonjour à toi, Patrick. Bonjour, Frédéric. Comment tu vas? Ça va. Tu n'as pas eu de mal à pour retrouver? Ah si. Parce que je ne connaissais pas la plage Jean Marais. Hein. C'est une plage qui doit être récente, très récente. Hein. Ah, il était du coin Jean Marais. Hein. Il habitait à Montmartre. Hein. Enfin, il avait aussi une maison dans le Midi, mais il habitait à Montmartre. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une plage Jean Marais. Je ne la connaissais pas, cette place. Hein. Et quand j'étais petit, moi, c'était le jeudi à l'époque, la journée où où il n'y avait pas école. Ma mère m'emmenait promener à Montmartre, hein. Aussi au Batignolles, à Monceau, et Boulevard Vert, mais aussi ici à Montmartre. Et je me souviens qu'en mai 68, il faisait beau en mai 68, on pouvait se baigner dans le bassin, à plus bas, parce que les gardiens étaient en grève. Ouais, sinon c'était interdit alors. Ouais, sinon c'était interdit. C'est le seul souvenir que j'ai de mai 68, 7 ans que j'étais jeune. On pouvait se baigner dans le bassin, parce que les gardiens étaient en grève. Mais c'est vrai qu'il y avait des pavés là, pour les balancer. À 68, c'était jouable. Hein. Voilà. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut pas. Sinon, cette semaine, je ne vais pas parler politique-économie, hein, parce que rien n'a changé depuis la semaine dernière et les autres semaines. Hein. On attend l'élection américaine, hein, parce que malheureusement, l'élection américaine, ça fixe l'agenda, ça va nous fixer l'agenda pour les prochaines années, hein, au niveau de l'économie, de la finance, des modes de vie, tout ça. Quand on a vu la guerre en Ukraine, l'influence que ça a eu sur l'Europe, hein, la CIA qui a fait sauter le gazoduc russe et qui a lourdement pénalisé l'économie allemande et par ricochet la nôtre aussi. Donc, sans que d'ailleurs les services secrets allemands et français disent quoi que ce soit, c'est incroyable. Donc on attend de savoir qui va l'emporter entre les républicains et les démocrates. Voilà. C'est vrai qu'en sanction, nous on achète le gaz de schiste américain. Hein. Oui, voilà, qui est très cher et très polluant, quoi. Voilà. Alors, en théorie, les républicains sont moins interventionnistes que les démocrates. Hein. Quoique, sous Bush père et fils, ils sont quand même intervenus en Irak. Il faut voir. Aussi, le risque avec Trump, c'est qu'il relance la guerre commerciale avec l'Europe. Hein, aussi, hein. Encore plus. Hein. Voilà. Donc il faut voir, parce que malheureusement, nous, on est complètement dépendant de ce qui se passe aux États-Unis. Surtout l'attitude de la Fed, de la Banque centrale américaine. Est-ce qu'ils vont continuer à baisser les taux et à faire marcher la planche à billets? Mais dans ce cas-là, c'est pour soutenir leur économie, mais avec l'inconvénient de faire repartir l'inflation. Donc voilà. Il faudra attendre, nous, à petit niveau. Mais comme je te l'ai dit la fois dernière et les autres fois, ce qui est important, c'est pas trop le budget 2025, 2020, Barnier. Tous les budgets sont très difficiles à faire. 2024, ça avait eu la peau la mère Borne. 2025, apparemment, c'est en train d'avoir la peau du père... comment il s'appelle, le Premier ministre je sais plus. Barnier, hein, parce qu'apparemment, il a été opéré d'une opération au cervical, mais dès le départ, il ne m'a pas paru en bonne santé, cet homme-là. Hein. Je trouve qu'il a une voix complètement étouffée, écrasée. Je trouve qu'il ne respire pas la santé, cet homme-là. Donc le budget 2025 est en train d'avoir la peau du père Barnier. Voilà, mais plus que ils trouveront à faire passer le budget par le 49.3, par des accords de majorité ou des majorités de coalition, parce qu'il faut faire tourner l'État, il faut payer les fonctionnaires, il faut assurer les allocs. Donc ils trouveront à signer le budget de 2025. Mais plus que le budget, comme je te l'ai dit, c'est les grandes tendances. J'en vois deux qui se dessinent à mon niveau. C'est le décrochage économique et industriel de l'Europe, hein, comme je te le dis tout le temps. L'Europe est passée complètement à côté des deux dernières grandes révolution technologique, Internet et l'IA, et c'est, comme je te l'ai dit la fois dernière, le décrochage des classes moyennes. Hein. Et d'ailleurs, le gilet jaune Philippe Combaz m'a dit la fois dernière qu'il était tout à fait d'accord avec moi, et qu'il me dit, va plus loin, est-ce que les classes moyennes n'ont pas été finalement un accident de l'histoire? D'après Philippe, c'est très vrai. Est-ce que les classes moyennes ne sont pas un accident de l'histoire? Parce qu'elles sont très récentes dans l'histoire de l'humanité, les classes moyennes. Elles datent en gros de la fin de la guerre. Hein. Dans les autres siècles, elles n'existaient pas, les classes moyennes, comme je te l'ai déjà dit. Hein. Parce qu'il y avait la guerre, il fallait reconstruire beaucoup de pays, il y avait de l'énergie pas chère, il y avait des grandes industries qui embauchaient un tas de monde, il y avait 5 ou 6% de croissance. Alors, les enfants de paysans, parce que la France était quand même pas mal paysanne à l'époque, les enfants de paysans, grâce aux 30 Glorieuses, à cet essor économique, pouvaient espérer être fonctionnaires ou ouvriers spécialisés et améliorer leur sort. L'ascenseur social fonctionnait et c'est ainsi que sont nées
les classes moyennes. Est-ce que les classes moyennes, il n'y a pas un retour en arrière, ne sont pas en train de disparaître? Est-ce qu'elles ne sont pas un accident de l'histoire? Voilà, une question qu'on peut poser. Hein. Et aussi, bon, on va complètement changer de sujet parce que maintenant tout le monde parle de la drogue en France, hein, de toutes ces villes en France, moyennes et grandes, qui sont infestées par le trafic de drogue et le narcotrafic, comme on dit maintenant, hein, avec des règlements de compte dans toutes les moyennes et grandes villes françaises. Alors j'ai entendu une interview de l'humoriste Patrick Sébastien sur, c'était quoi? Sur TV5 dans l'émission L'invité cette semaine. Hein. Donc c'est filmé et enregistré, hein, je raconte pas de conneries. Alors, Patrick Sébastien est un des rares artistes qui disent ce qu'ils pensent. On aime ou on n'aime pas, moi je suis pas fan de Patrick Sébastien, mais c'est un des rares artistes qui disent ce qu'ils pensent. Et interrogé sur le trafic de drogue, et interrogé sur ce que deviennent beaucoup de nos grandes villes, il a dit cette phrase incroyable: chez moi, dans le Lot, la drogue est partout. Tu te rends compte de ce qu'il a dit? Chez moi, dans le Lot, la drogue est partout. Parce qu'il habite à Martel, dans le Lot. C'est incroyable, je connais le Lot, c'est un département magnifique, mais enfin c'est la campagne profonde. Comment la drogue peut être partout? Mais la drogue est en train de tout envahir en France. Hein. C'est dramatique, hein. C'est dramatique. D'après l'OFAS, qui est un énième comité Théodule qui coûte très cher à la France, c'est un organisme public qui étudie le trafic de drogue, l'influence de la drogue. L'OFAS affirme qu'il y aurait 240 000 personnes en France qui vivraient du trafic de drogue, directement ou indirectement, partiellement ou totalement, dont 21 000 à plein temps. 21 000 à plein temps. Et il y aurait 5 millions de Français qui toucheraient à la drogue. Alors, pas forcément tous les jours, pas forcément de la cocaïne ou l'héroïne, souvent du cannabis, mais voilà. Donc c'est absolument dramatique. Et Macron, qui a été faire un voyage officiel au Maroc, personne ne dit que le Maroc est le plus gros producteur de cannabis au monde. Hein. Et il avait emmené dans sa valise Retailleau, le ministre de l'Intérieur, hein, le ravi de la crèche, hein, qui découvre le trafic de drogue, qui ne se rend pas compte qu'au Maroc, où il a foutu les pieds, le Maroc est le plus grand pays et le pays qui fabrique le plus de drogue. Le premier fabricant de cannabis au monde. Hein. Et on ne peut pas penser que le roi du Maroc, Mohamed VI, qui régente tout dans le Maroc, n'est pas au courant de ça et ne palpe pas à grande échelle, hein, sur ce business. Hein. Voilà. On a des chances. Hein. Il y a quand même de grandes chances. Hein. Voilà. Par contre, le problème lié au trafic de drogue, le meilleur moyen de lutter contre le trafic de drogue, c'est de supprimer l'argent liquide. Ah oui, c'est ce qu'on dit, ouais, c'est ce que j'entends dire, bah oui. Et c'est peut-être aussi l'idée, quand on joue aux échecs, le prochain coup, on supprime l'argent liquide. Oui. Et ça aussi, ça va avoir un effet de bord. Oui, comment ils vont faire les dealers s'il n'y a plus de liquide? C'est une question qu'on peut se poser. Hein. Et comment nous on va faire si on n'a plus de liquide aussi? Bah oui, c'est ça aussi, parce que le liquide, c'est quand même un instrument de liberté, hein, de propriété, de liberté individuelle. Hein. Si on nous restreint encore nos libertés, alors il paraîtrait que certains dealers touchent de 500 à 1000 euros par jour. Tu m'étonnes qu'ils ne veulent pas aller travailler pour un salaire de merde avec des chefs à supporter, des heures de transport en commun. Mais enfin bon, il faut voir quand même qu'ils font un métier quand même très risqué. Hein. Et puis ils doivent en verser une partie, à mon avis. Le pognon qu'ils gagnent, dans leur organisation mafieuse, ils doivent en verser une partie au-dessus d'eux. Hein. S'ils veulent que les choses se passent bien pour eux, hein, à mon avis. Hein. Mais c'est vrai que aussi l'argent liquide, ça a permis une économie souterraine, ça a permis d'éviter de passer par la TVA, par les prélèvements. Bah oui, hein, pour tous les travaux au noir, tout ça. L'argent liquide, c'est un instrument de liberté, ça met de l'huile dans les rouages de l'économie. Hein. Ça met de l'huile dans les rouages de l'économie, c'est un instrument de liberté. Si on veut encore nous restreindre cette liberté-là, mais enfin bon, le trafic de drogue, mais enfin bon, tu sais, tout cet argent, parce que c'est des sommes considérables dans le monde entier qui sont générées par le trafic de drogue, comme d'ailleurs l'argent de tous les trafics, l'argent noir, c'est des sommes d'argent considérables. Il faut regarder sur Internet, c'est des sommes d'argent considérables dans le monde entier. Il faut bien que cet argent se recycle quelque part. Hein. Et les paradis fiscaux ont cette utilité-là, parmi d'autres, de remettre l'argent dans le circuit normal. Hein. Mais c'est vrai que pour les grandes quantités d'argent, je crois qu'en Europe, je crois que c'est le billet de 50 € le plus important. Donc pour brasser de grosses quantités d'argent... 500 €, tu as le billet de 500 € aussi, qui a été imposé par l'Allemagne. Hein. Ah ouais. Oui, mais enfin bon, on n'en voit pas beaucoup les billets de 500 €. C'est vrai que j'en ai jamais vu, même pas en photo. Quoi. Ouais. Ah c'est sûr, le billet de 500 €, là ça permet quand même de faire pas mal de transferts d'argent. Ouais. Voilà, donc pour la politique et l'économie, on attend l'élection américaine de cette semaine déjà. Et aussi, ils vont
il y a réélire partiellement les parlementaires des deux chambres, hein, chambre du Sénat, chambre des représentants. Ils vont réélire partiellement les deux parlements. Hein. Voilà. Donc. Je pense qu'il y a plus de chances que du côté américain, il y ait plus de liberté. Enfin, disons que tient plus compte des votes des électeurs. Parce qu'en France, bon, quel que soit ton vote, c'est perdu d'avance. Oui, de toute façon, oui. Mais il y a, comme je te l'ai dit, il y a maintenant aux États-Unis, il y a une scission brutale au sein de la population américaine entre ceux qui votent démocrates et ceux qui votent républicains. Parce que tu as envie, je crois que tu as 50 États aux États-Unis qui ont chacun leur propre, bien souvent leur propre réglementation hein, fiscale, sociale. Et donc, les gens vont habiter maintenant dans les États qui ont leurs opinions, hein, républicains, démocrates. Et les familles républicaines ne parlent quasiment plus aux familles démocrates et inversement. Voilà. Donc, on peut penser qu'avec Trump, je ne sais pas, c'est très difficile à dire, moi j'ai pas de préférence, mais Trump quand même, je pense, lui ce qu'il voit c'est le business. Alors il va peut-être nous mettre encore plus de barrières douanières, il va peut-être accélérer encore la compétition économique avec l'Europe, qui n'a pas besoin de ça. Mais le bon côté, c'est qu'il va vouloir éviter les guerres, à mon avis. Hein. Clôturer la guerre d'une manière solder le dossier ukrainien. Et voilà, il faut voir. Hein. À notre petit niveau, il faut attendre. Voilà. Ouais. Alors sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'actualité de la semaine, avec tous les scandales sexuels maintenant. Toutes les semaines, tu as des scandales sexuels parmi les célébrités. Mais c'est vrai que Slimane, bon, il a harcelé, bon, je n'aime pas du tout ce garçon, mais il a harcelé sexuellement un technicien. Je ne savais pas qu'il était homosexuel, mais c'est vrai que maintenant ça se dit, mais à une époque ça ne se disait pas. Hein. Quand un artiste était homosexuel, il fallait surtout pas le dire. Je pense au cinéma américain ou au spectacle français. À l'âge d'or d'Hollywood, l'âge d'or des années 40 à 60, il y avait des acteurs de cinéma très connus qui étaient homosexuels, mais les studios qui régentaient la vie des acteurs, ils ne voulaient pas qu'on le dise, et parfois les mariés de force. Hein. Il y a eu Montgomery Clift, il y a eu Rock Hudson, puis tu as tous ceux qui étaient bi aussi, Marlon Brando, celui qui jouait à l'Est d'Éden, James Dean, celui qui jouait, Anthony Perkins, qui jouait dans Psychose. Donc les studios, les mariés, hein, il fallait surtout pas qu'on sache qu'ils étaient homosexuels. Hein. Maintenant les choses ont changé. Ouais. En France c'est pareil, Charles Trenet, ça ne disait pas qu'il était homosexuel. Jean Marais, Plage Jean Marais, qui jouait dans des rôles virils dans les films de Cap et d'épée. En même temps, on savait un petit peu. Ça, on le savait un peu. Il avait, disons, une histoire d'amour avec oui, parce qu'il avait rendu très largement public en écrivant des bouquins, son histoire d'amour avec Jean Cocteau, qu'il a aimé jusqu'à sa mort, hein, de toute façon. Il parlait, paraît-il, de Jean Cocteau tous les jours. Hein. Il avait l'état d'amant à droite à gauche. Hein. Évidemment, Jean Cocteau est mort en 1963 et Jean Marais a dû mourir à la fin des années 90. Jean Cocteau, c'était un Pygmalion pour Jean Marais, quoi. Et il lui a tout appris, quoi. Après, il lui a appris l'art. Il lui a appris l'art, quoi, disons. Ah oui, parce qu'il était presque un culte, Jean Marais. Hein. Ouais, il lui a appris l'art, il lui a appris... Et sinon, dans l'après-guerre, il y avait le plus célèbre chanteur d'opérette, qui est complètement oublié aujourd'hui, hein, qui s'appelait Luis Mariano. Hein. Ma grand-mère était fan de Luis Mariano. Hein. C'était un peu le concurrent de Tino Rossi à l'époque. Luis Mariano était homosexuel, mais il ne fallait pas le dire. La presse, un scandale, le marié avec Carmen Sevilla, c'était une chanteuse d'opérette avec qui il chantait dans ses spectacles, mais il était homosexuel et tout le milieu savait qu'il avait une garçonnière dans Paris, hein, qui portait bien son nom, garçonnière. Hein. Il s'appelait Luis Mariano, mais la plupart des artistes d'après-guerre sont complètement oubliés aujourd'hui. Jean Marais, bon, les jeunes, tu leur parles de Jean Marais. Ouais, ils vont pas se laisser le quartier du Marais, quoi. Mais c'est vrai que c'est pareil pour les écrivains. La plupart des grands écrivains du XXe siècle sont complètement oubliés aujourd'hui. Hein. Je sais pas, tu parles de, je sais pas, tous les noms, hein, Jean Giraudoux, Gide, Claudel. Bon, les intellectuels connaissent, mais la jeunesse ne connaît pas. Hervé Bazin, Gilbert Cesbron, enfin je pourrais en citer des dizaines. Ils sont quasiment tous oubliés aujourd'hui, à part par quelques intellos, mais complètement oubliés. Céline, je pense, restera. Céline est un des rares écrivains qui reste
dans les années qui viennent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. C'était un personnage détestable, mais il avait un style d'écriture très particulier, avec des réparties flamboyantes, on aime ou on n'aime pas, mais il sortait le soufre, Céline. C'est pour ça qu'il restera. Céline restera dans les années qui viennent, mais à mon avis, c'est un des rares qui restera. Il y a énormément d'écrivains français dont on a énormément parlé tout au long du XXe siècle et qui aujourd'hui sont complètement oubliés. C'est comme nos hommes politiques qui parlent de Chaban-Delmas, qui parlent d'Edgar Faure, qui parlent d'Alain Poher, qui ont été des gens quand même très importants. Oui, c'est vrai, ouais. Plus personne n'en parle. C'est vertigineux, la marche du temps. Toi, tu vas souvent dans les cimetières, moi aussi. J'étais au cimetière hier, dans 2 cimetières pour mettre un chrysanthème sur la tombe de ma grand-mère et de mon père. Mais c'est vertigineux, la marche du temps. On est très vite oubliés. Mais même les gens qui ont eu une importance à un moment donné sont très vite oubliés. C'est vertigineux. Moi, je dis, les époques chassent les époques, les générations chassent les générations. C'est vertigineux, la marche du temps. Voilà. On ne sait pas du tout, d'ailleurs, aussi l'avenir, c'est pareil. On ne sait pas du tout comment sera l'avenir. Hein. Dans 50 ans, dans un siècle. On ne sera plus là, donc pour le voir. On ne sera plus là pour le voir. Hein, comment sera le monde Alors aussi, un autre sujet, je vais le finir, sinon je vais te saouler. Bon, ce qui se passe en Espagne, à Valence. Alors moi, un jour, j'ai discuté avec un scientifique qui faisait d'ailleurs partie plus ou moins des Gilets jaunes, une grosse tête qui m'a dit que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux sur le réchauffement climatique. Alors, c'est pas moi qui suis à peine niveau bas qui vais me prononcer là-dessus. Ce que je sais à mon petit niveau, c'est que le climat n'a jamais été stable dans le temps long. Le temps long, c'est pas un siècle, hein, c'est des millénaires. Le climat n'a jamais été stable. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles à toute époque. Il y a toujours eu des époques chaudes qui ont succédé à des époques froides, ainsi de suite. Mais ça s'inscrit dans le temps long. Hein. Une vie humaine, c'est rien par rapport au temps long. Hein. Voilà. Donc, en plus, il faut bien dire qu'il y a peut-être le réchauffement climatique qui joue un rôle dans ces catastrophes naturelles qu'on voit, ces inondations perpétuelles. C'est possible. Moi, je le constate, le réchauffement climatique chez moi. Hein. J'ai des herbes folles chez moi qui poussent tout le temps maintenant, même l'hiver. Avant, ça s'arrêtait fin août. Cette semaine, j'ai eu un moustique chez moi. J'avais jamais de moustique, moi, fin octobre, début novembre. Je crois que j'en ai encore des moustiques. Donc, il y a un réchauffement climatique. Mais à mon avis, est-ce qu'il va durer? Ça, c'est autre chose. Ça peut s'évaluer, à mon avis, que dans le temps long, minimum en siècle, voire en millénaire. Et puis, il y a aussi ce que l'homme a fait. L'homme a fait à la nature. Hein. On a bétonné tout maintenant. Il n'y a plus les arbres, les haies pour arrêter l'eau. On a tout bétonné. L'eau sur le béton, rien ne l'arrête. On n'entretient plus et on ne cure plus les rivières comme on le faisait avant dans ma famille paysanne. En Normandie, il y avait une rivière qui passait en bas de la ferme de mon arrière-grand-père et de mon oncle. Bah, on curait les rivières avant. Hein. Maintenant, ça ne se fait plus. Il y a ça, il y a le béton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, et puis on a détourné le cours de certaines rivières pour bétonner aussi. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé à Valence, il y a fort longtemps. On a bétonné le cours de certaines rivières pour construire des zones d'habitation. Voilà. Donc tout ça, plus peut-être le réchauffement climatique, ça explique toutes ces catastrophes qu'on a et qui vont, à mon avis, continuer. On n'a pas fini d'avoir des assurances d'habitation qui vont augmenter hein, à cause du risque de catastrophe naturelle qui augmente. Hein. Voilà, mais bon, faut penser par soi-même, on peut se tromper. Hein. Réfléchir, penser par soi-même, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que les médias, les syndicats, les partis politiques disent. On est sur tous les sujets maintenant, ils font un narratif. On l'a vu pour le Covid, la guerre en Ukraine. Attention au narratif des grands médias. Les sujets sont souvent complexes. Oui, parce que les conséquences de la maladie dont on ne dit pas le nom parce qu'elle est plus grave que le cancer, quoi, ça a eu pour conséquence de limiter la liberté des Français, d'arrêter énormément. Ah mais ils trouvent toujours les bonnes raisons. Hein. De flinguer l'économie française. Oui, parce qu'il y avait déjà eu la crise financière de 2008, on avait fait flamber la planche à billets et la dette, mais alors là, le Covid, ça les a achevés. Hein. On a cassé l'économie mondiale. Hein. Maintenant, le réchauffement climatique, en France, on produisait des automobiles. On avait le monopole, enfin pas le monopole, mais disons l'Europe était quand même leader dans les moteurs thermiques. Ah oui, puis on nous a imposé l'électrique sans aucune concertation. Hein, d'en haut, bah oui, mais c'est ce que je te dis tout le temps. On est dirigé en Europe par des hauts fonctionnaires qui sortent tous du même moule.
ce que j'appelle la bourgeoisie d'administration, qui ne connaît pas du tout le monde de l'entreprise. Par contre, en face, la Chine et les États-Unis, on les aime ou on les aime pas, mais eux, ils connaissent le business. Hein. Ils pensent qu'à ça, du matin au soir. Hein. Attention, les Chinois, comme les Asiatiques en général, sont très branchés business et commerce. Les Américains, n'en parlons pas. Hein. Ils ne perdent jamais le nord avec le business. Hein. Ouais. Presque ça et la religion, il n'y a que ça qui compte pour eux. Hein. Donc, nous, on perd on a condamné, on est en train de condamner surtout pour l'Allemagne, hein, de condamner notre industrie automobile, hein, parce qu'en 2035, il ne faut plus qu'il y ait de voitures thermiques qui soient construites. Ça a été fait sans aucune concertation, arbitrairement d'en haut. Ça va avoir des conséquences dramatiques. Il y a Volkswagen qui a fermé 3 usines cette semaine. C'est du jamais vu, hein, je crois, depuis les années 30, depuis la naissance de Volkswagen, je crois. C'est du jamais vu. Ils ferment 3 usines. C'est dramatique. C'est dramatique. En plus, l'électrique, moi je ne suis pas un spécialiste de la question. Hein. Attention, mais quand tu regardes bien, c'est pas si vert que ça. Hein. Les batteries, hein, où on va chercher le lithium, tout ça, dans des pays d'Asie, on fait des dégâts à la nature terribles, on fait travailler des enfants. Et une voiture électrique, ça coûte très 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 cher. Et puis tu regardes dans la construction d'une voiture électrique, on utilise du thermique, hein, de toute façon. Mais bon, ça, on est dans un narratif. On est dans un narratif imposé par les grands médias, voilà. Mais les sujets sont souvent complexes. Hein. Complexes. Il faut penser par soi-même, se renseigner à plusieurs sources, penser par soi-même, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend toute la journée par les grands médias, par les politiques, par les syndicalistes, voilà. Ouais. Ouais, je crois qu'on a bien évoqué pas mal oui, de cette sujets. semaine. La semaine prochaine, si on se voit, on parlera des élections américaines, je pense. Hein. Et à ton avis, qui va remporter les élections? Alors, d'après les médias, c'est très très serré, avec un léger avantage à 30. On disait le contraire il y a quelque temps. Je sais pas. On verra, mais tu sais, c'est très compliqué. Hein. Ils élisent pas un président, les Américains. C'est un système de grands électeurs par État. Hein. Il faut aller voir sur Internet, ça n'a rien à voir avec le système français. Ils votent pour des grands électeurs dans chaque État. Ils ne votent pas pour une personne comme chez nous. Hein. Ouais. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est le camp qui gagne dans un État. Si les démocrates remportent la victoire dans un État, ils remportent tous les grands électeurs de l'État. Les républicains, c'est pareil. Si les républicains remportent l'élection dans un État, ils remportent avec eux tous les électeurs de l'État. Voilà. Donc c'est très compliqué, il faut étudier ça. Hein. Mais ce n'est pas du tout le même système électoral qu'en France. Mais c'est pareil, on n'arrête pas de nous dire que ça va bien économiquement aux États-Unis, ça va bien. Ils ont 3% de croissance, oui, ils ont 3% de croissance, mais c'est obtenu grâce au déficit public qui font flamber. Alors, donc ils sont archi endettés, les Américains. Même si, attention, ils ont quand même le dollar qui, pour eux, ils ont des matières premières, ils ont du gaz, du pétrole, mais ils sont archi endettés. Leur dette publique augmente de 10 milliards de dollars par jour, je ne sais pas si tu vois. Leur dette publique augmente sans arrêt, elle est de 35 000 milliards de dollars. Certains économistes affirment que si tu rajoutes l'endettement privé, c'est-à-dire ménage, entreprise, on arrive à un chiffre de 100 000 milliards de dollars de dette privée publique. C'est absolument sidérant, incroyable. Ça peut tenir, à mon avis, pour l'instant, que par le dollar. Hein. Mais les Américains sont très. Il faut aller voir je l'avais dit sur YouTube, une petite vidéo de 2 minutes de Charles Sana, ça s'appelle « Les chiffres effrayants de l'économie américaine ». Il faut y aller. Les chiffres effrayants de l'économie américaine, et c'est l'endettement des ménages américains qui est pharaonique au niveau de tout. Les encours carte bleue, des crédits étudiants, des prêts hypothécaires. L'endettement des Américains, des ménages américains est pharaonique. Et Charles Sana l'explique bien dans cette courte vidéo de 2 minutes sur YouTube qui s'appelle « Les chiffres effrayants de l'économie américaine ». Ouais. Voilà, donc de toute façon on vit dans un monde d'endettement pharaonique dans le monde. Enfin, c'est surtout l'Occident, un monde d'endettement pharaonique. Un monde aussi où il y a partout une croissance économique qui recule. Hein. La croissance économique recule et stagne beaucoup dans le monde entier en ce moment. Hein. Comme je te l'ai dit dans mes dernières vidéos, la Chine n'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. C'est très surprenant, mais c'est le grand scoop de cette année. Ils sont en fort ralentissement économique.
pour plusieurs raisons que je pourrais te expliquer. L'Inde, qui était la seule région du monde avec une croissance assez forte et assez soutenue, ça y est, la croissance économique en Inde, ça y est, c'est fini, commence à s'essouffler aussi. L'Europe n'en parle pas, c'est Titanic, l'Europe. Hein. L'Allemagne, la première puissance, est en récession, on n'en voit pas le bout. Hein. Nous, on est la deuxième, on n'est pas en récession, mais presque, avec une dette irremboursable comme la troisième puissance d'Italie. Donc le Canada, c'est pareil. Dans ma jeunesse, tout le monde partait au Canada, presque. C'était l'Eldorado. Maintenant, il y a 0% de croissance au Canada. Des gros problèmes migratoires. L'Australie aussi faisait rêver, mais quand on l'a vu pendant le Covid, comme ils ont fliqué les gens, encore plus que chez nous, ça ne donne pas envie d'y aller. Hein. Voilà, donc c'est mes petits commentaires de la semaine. Hein, comme toutes les, ça rejoint tout ce que je te dis toutes les semaines. Attendons l'élection aux États-Unis. Voilà, et on pourra peut-être faire des commentaires. On verra bien. Ouais. On verra bien, on verra bien. Ben, merci encore. Merci, merci Frédéric. Merci.